Le Grand Prix du Japon est un rendez-vous très particulier pour la Formule 1. Pour son circuit de Suzuka très apprécié, pour ses fans extravagants et uniques au monde, et également pour son côté historique. Au Japon, un total de 21 titres mondiaux ont été décernés. C'est plus que n'importe quel autre Grand Prix. Retour donc sur le Grand Prix du Japon, une vidéo que j'avais faite il y a 4 ans. En 4 ans, j'ai beaucoup évolué, je pense, sur YouTube et le contenu sera beaucoup plus important, consistant, tout ça. Donc, je pense, sans trop me risquer, que ce serait une meilleure vidéo que la première version. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Comme pour beaucoup de Grands Prix, la première venue de la F1 n'est pas nécessairement la première édition du Grand Prix en question. C'est le cas du Japon qui se dispute depuis les années 60. Tout commence en 1963 sur un tracé situé à quelques kilomètres de Nagoya, Suzuka, dont le tracé a très peu changé par rapport à aujourd'hui. Et pour cette première, ce sont les voitures de sport qui sont les reines. Des Ferrari 250, des Jaguar type E, des Porsche 356 ou des Lotus 23 prennent part à la course avec des pilotes européens. Ce Grand Prix se tient en mai et attire déjà du monde. Et parmi les pilotes, un japonais, Tetsu Ikuzawa, ainsi que 2 Français, Pierre Dumay et Roger Rosinski. Mais c'est un Anglais qui s'impose dans la personne de Peter Warr sur sa Lotus. Peter Warr, c'est celui qui prendra la direction de Lotus après la mort de Colin Chapman en 82. En 64, il y a plusieurs catégories comme des voitures de sport ou des formules libres et en fonction des sources, la catégorie principale diffère. Mais après cette édition, le Grand Prix du Japon va se déplacer et se recentrer. Pas de course en 65, mais retour en 66 sur le tracé de Fuji avec un plateau presque uniquement composé de pilotes japonais. D'ailleurs, ce sont encore des voitures de sport qui composent la grille. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1909 où le Grand Prix va se restructurer. À force, le sport automobile japonais se développe et se montre de plus en plus crédible, ce qui attire du monde. Le Grand Prix du Japon commence à avoir de l'expérience et le fait que les voitures de sport laissent leur place aux monoplaces à partir de 71 va attirer du monde. Les Formules 2000 sont maintenant les reines et le championnat du monde 64, John Surtees, ancien pilote Honda en F1, s'impose en 72. Voilà qui attire des regards. Et les années qui suivent, ce sont des voitures européennes qui gagnent. Et l'idée d'accueillir la Formule 1 se dessine. Les instances de la F1 ont trouvé un accord avec les organisateurs pour que le Grand Prix du Japon se tienne en championnat du monde en 1976. Et il doit carrément clôturer le championnat. Cette course aura lieu sur le circuit de Fuji qui accueille donc le Grand Prix du Japon depuis 10 ans. D'ailleurs, le tracé a été modifié pour la F1 en enlevant le banking trop dangereux qui a créé beaucoup d'accidents graves. Mais cet événement pose plusieurs problèmes. Ces années-là, en Formule 1, on voit l'avènement d'un petit homme nommé Bernie Ecclestone. La F1 génère de plus en plus de revenus et les équipes sont désireuses de toucher une partie de cet argent. Du coup, elles s'unissent pour faire un contrepoids à la CSI, l'ancêtre de la FISA. Le tout sous l'impulsion d'Ecclestone. Et cette organisation de garagistes de la F1 s'appelle la F1CA, Formula One Constructors Association, qui est abrégée à l'oral en FICA. Le problème, c'est que FICA, ça veut dire vulve en italien. Du coup, ils ont changé, c'est devenu la FOCA. Bref, durant la saison 76, Ecclestone tient à ce que les organisateurs fassent une rallonge conséquente pour couvrir les frais de déplacement des équipes à l'autre bout du monde, ce qui crée des tensions. Il n'obtiendra pas ce qu'il veut, du coup, pas toutes les équipes seront présentes à Fuji. Mais ce n'est pas tout, le Grand Prix du Japon en 1976 est un tournant pour la Formule 1. En effet, la finale du championnat entre James Hunt et Niki Lauda se profile, une rivalité qui a animé toute la saison et Ecclestone y voit une opportunité. Bernard s'interpose entre la piste et les caméras et il dit aux journalistes et aux chaînes de télévision: si vous voulez diffuser la course, il faut passer par moi. Du coup, vous payez. Du coup, avec l'enjeu important, il obtient des recettes importantes. Et c'est le début de l'Empire. Bref, ce Grand Prix, c'est une opportunité pour les pilotes japonais, ainsi que pour les écuries privées japonaises, d'entrer en Formule 1. Ainsi, les premiers pilotes japonais débarquent dans la catégorie. Nous en avons 4 de présents. Masami Kuwashima, Noritake Takahara, Kazuyoshi Hoshino, future légende du sport auto japonais, et Masahiro Azemi, vainqueur du Grand Prix du Japon en 75. Bon, Kuwashima ne prendra pas le départ puisque ses sponsors l'ont lâché, mais les 3 autres, oui. D'ailleurs, Azemi réalise une superbe qualification avec le 10e temps. Il terminera 11e et le meilleur représentant à l'arrivée sera Takahara avec la 9e place. Le truc, c'est que pour cette première venue de la F1 au Japon, il pleut des cordes. Les pilotes et le monde de la F1 ont encore tous en tête l'accident de Nürburgring plus tôt dans la saison où Niki Lauda a échappé à la mort. Du coup, les pilotes s'unissent sous l'impulsion de Niki Lauda et d'Emerson Fittipaldi pour annuler la course ou essayer de faire quelque chose
pilote pour pas rouler dans ces conditions si dangereuses. Et tout le monde est d'accord. Sauf Vittorio Brambilla et Claire Regazzoni qui sont un petit peu tête brûlée. Et ça surprend personne. Le truc, c'est qu'Eccleston ne veut pas avoir à rembourser les chaînes télévision qui l'ont payé. Après, Bernard ne veut pas non plus perdre du crédit face aux autres équipes de la FOCA qui le soutiennent. Du coup, il propose aux équipes de faire comme elles veulent et de classer ce Grand Prix en course hors championnat. Ainsi interviennent la CSI et la FIA qui s'opposent à Eccleston. Et ça peut paraître surprenant parce qu'on se dit que eux qui s'occupent de gérer l'aspect sportif de la Formule 1 pourraient être concernés par la sécurité des pilotes. Puis bon, vu que ce sont des organismes non lucratifs, leur but c'est pas de faire des recettes. Donc bon, les droits télévisuels, sur le papier, ils s'en foutent. Non, en fait, c'est une question d'influence. Ils veulent pas laisser Eccleston prendre trop de pouvoir. Du coup, ils s'y opposent pour montrer que c'est encore eux qui dirigent. Du coup, le Grand Prix du Japon 76 a bien lieu comme prévu. On connaît l'histoire. Niki Lauda s'arrête au stand au deuxième tour et met pied à terre. Les conditions sont trop dangereuses. Hunt a donc besoin d'une troisième place pour être champion du monde. Et il mène confortablement. Sauf qu'en fin de course, Depailler et Andretti le rattrapent. Hunt n'a plus de pneus et s'arrête au stand. Il ressort 5ème à 5 tours du but et il n'a plus le choix. Il rush pour remonter. Il double Regazzoni et Jones et remonte 3ème. Sauf qu'au moment de passer le drapeau à damier, il est encore annoncé 5ème. C'est la confusion. Les commissaires sportifs mettent un petit peu de temps à officialiser le classement, mais Hunt est bien 3ème. Le truc, c'est que le Britannique pense avoir perdu le titre en regagnant les stands. Et il pense que Teddy Mayer lui fait une blague en lui disant que finalement il est champion du monde. Mais bon, il finit par comprendre qu'il est titré. Cette première au Japon était épique. D'ailleurs, on oublie, mais c'est Andretti le vainqueur. Le Grand Prix du Japon doit revenir en mai 1977, mais finalement, un petit peu au dernier moment, les organisateurs le déplacent à la fin de la saison. Ce qui a failli tuer le Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach, avec qui il devait se partager les frais de déplacement. Bref, pour cette édition 77, les titres sont joués. D'ailleurs, Niki Lauda n'a pas fait le déplacement. Tout fraîchement double champion du monde, l'Autrichien a claqué la porte à Ferrari. C'est donc Villeneuve qui récupère sa voiture. Gilles va d'ailleurs créer, bien malgré lui, le triste événement de cette course. Alors en bagarre contre Peterson, les deux hommes s'accrochent et le Québécois s'envole vers les spectateurs. La Ferrari fauche 2 personnes qui y laissent la vie. De plus, 7 blessés par des débris sont évacués vers l'hôpital. James Hunt remporte sa 10e et dernière victoire en F1. D'autre part, le prometteur Gunnar Nilsson vit bien prématurément sa dernière course en F1. Le Suédois est atteint d'un cancer qui l'emportera 1 an plus tard. C'est triste. J'en parlerai de Gunnar Nilsson parce que c'est une carrière assez particulière du coup. Mais bref, il faut dire que l'accident de Gilles Villeneuve qui a tué 2 personnes a beaucoup refroidi les organisateurs du Grand Prix du Japon, qui sont choqués. Et donc, ils préfèrent laisser tomber, et le Grand Prix du Japon reprendra bien plus tard. A l'origine, le Grand Prix du Japon devait revenir en 1985 à Suzuka, sauf que le tracé prévu pour cet événement a dû être modernisé. Grand Prix annulé, mais il y a de l'espoir. L'avènement des moteurs Honda, la professionnalisation du sport automobile japonais avec les nombreuses catégories très populaires, ainsi que la stabilisation des règlements font que le Grand Prix du Japon revient en 87. D'ailleurs, Suzuka est un circuit qui appartient à Honda. Donc ça aide. Les pilotes de Formule 1 découvrent donc un tracé très intéressant. Le circuit de Suzuka, seul circuit en 8 de la catégorie, est très technique et demande donc beaucoup aux pilotes. Ce tracé de Suzuka a d'ailleurs été dessiné par le même architecte que Zandvoort, John Hugenholtz. Et les pilotes sont unanimes, ils aiment. Et pour ce qui est de l'organisation, les Japonais y mettent des moyens. Ils construisent un parc d'attractions à proximité du circuit et les infrastructures sont très modernes. De plus, Fuji TV installe plus de caméras que dans n'importe quel autre Grand Prix de la saison. On est encore à l'époque où ce sont les diffuseurs locaux qui s'occupent de la diffusion de la Formule 1. C'est d'ailleurs pour ça que les graphiques, par exemple pour le Grand Prix du Japon, sont écrits en japonais. Pour le Grand Prix du Mexique ou pour le Grand Prix d'Espagne, c'était écrit en espagnol. Pour le Grand Prix de France, c'était écrit en français. C'est après que la FOCA TV prendra en charge la diffusion comme on la connaît aujourd'hui. Bref, c'est une réussite totale et cet événement sportif est le plus important du Japon depuis les JO de Tokyo en 64. En prime, nous avons droit à une lutte pour le titre entre les deux pilotes Williams Honda, Nelson Piquet, favori, et Nigel Mansell. Cependant, le suspense meurt dès le vendredi après-midi lorsque Mansell sort de la piste dans les S du premier secteur. Le choc est très violent et Mansell est blessé. Il est rapidement pris en charge et évacué vers l'hôpital de Nagoya en soins intensifs. Il ne prendra pas le départ de la course et donc Piquet devient aussitôt champion du monde. Et même si le Carioca n'aimait pas trop son équipier moustachu, il était un petit peu déçu de s'imposer comme ça, il aurait préféré le battre en piste. D'ailleurs, le Carioca ne verra pas le bout du Grand Prix et c'est un dominateur Berger qui remporte le Grand Prix du Japon en 87, qui est sa toute première victoire avec Ferrari devant Senna, pilote Lotus Honda,
et Stefan Johansson. En 88, le championnat se joue encore à Suzuka, et encore une fois c'est entre deux coéquipiers, mais cette fois-ci ce sont pas les deux coéquipiers Williams, mais les deux coéquipiers McLaren. Alain Prost contre Ayrton Senna. Le Brésilien est d'ailleurs extrêmement populaire ici. L'équation est simple, si Senna gagne, il remporte son premier titre mondial. Si Prost l'emporte, le suspense durera jusqu'à Adélaïde. Senna part en pole position mais manque de caler au départ. Il se retrouve englué dans le trafic dès le premier tour et va devoir tout donner pour monter. Prost est en tête, mais une légère pluie arrive et Senna remonte vite, à tel point qu'à la mi-course, il dépasse son équipier et prend la tête pour ne plus la lâcher. Il devient champion du monde. Il s'avère que le Grand Prix du Japon sera un point central dans la rivalité Senna-Prost. 1989, les relations cordiales entre ces deux légendes ont laissé place à une vive animosité. Le garage McLaren est scindé en deux et Prost a vu ce qui était son équipe basculer majoritairement du côté de Senna. Mais en arrivant à Suzuka, celui qui peut être champion du monde, c'est Alain Prost. La tension est palpable et les commentaires du président de la FISA et de la FIA, Jean-Marie Balestre, n'aident pas à calmer les ardeurs. Senna, bien que soutenu en interne chez McLaren, se méfie de Jean-Marie. Senna part une nouvelle fois depuis la pole position, mais Prost prend un meilleur envol et les deux hommes jouent au chat et à la souris durant 46 tours. Et au 47e, au freinage de la chicane Casio, Senna attaque mais Prost lui tourne dessus. Les deux pilotes terminent dans l'échappatoire et calent. Prost descend et Senna demande à être poussé pour partir. Et il y parvient, il coupe la chicane et repart. Prost a cependant vu une chose qui ne lui a pas échappé et se dirige chez les commissaires. Pendant ce temps, Senna s'arrête au stand changer d'aileron et reprend les commandes de la course que Nannini avait pris. Il gagne le Grand Prix du Japon et le Brésilien célèbre. Mais en descendant de la voiture, Ron Dennis lui apprend qu'il est disqualifié. Prost est champion du monde pour la 3e fois et Alessandro Nannini remporte son seul et unique Grand Prix de Formule 1. S'ensuit l'une des histoires les plus marquantes de la Formule 1 ainsi que du Grand Prix du Japon. En gros, les instances de la F1 tombent sur Ayrton Senna qui le traite comme un criminel. Il est accusé de deux choses. D'une part, d'avoir coupé la chicane, ne respectant donc pas la distance de course, ce qui est débile et l'année suivante à Suzuka, les pilotes le feront comprendre aux autorités, parce que s'arrêter, faire demi-tour et repartir est plus dangereux que de traverser une échappatoire qui est prévue à cette occasion. Et curieusement, un an après, tout le monde est d'accord. Sauf que là, en 89, Senna en prend pour son grade et c'est assez injuste. Mais la raison pour laquelle Ayrton Senna est disqualifié, c'est parce qu'il a reçu une aide extérieure pour partir. Et pour le coup, il n'est pas le seul dans l'histoire de la F1 à s'être fait disqualifier pour ce motif. Bref, la façon dont il est traité fait qu'Ayrton passe très proche d'arrêter sa carrière. Quant à Prost, il est accusé d'avoir eu le soutien des instances et son image de mauvais perdant a sacrément été renforcée. Ça parle carrément d'un complot français. Maintenant, à la défense de Prost, Balestre l'aurait sans doute défendu, même s'il n'était pas allé le voir. Parce que bon, la partialité de Balestre n'était plus à prouver. Et au final, Prost n'a fait que rappeler un point du règlement où d'autres pilotes se sont fait avoir. Quoi qu'il en soit, ça fait toujours débat et cette édition 89 conduit à l'accident de 90 où Senna, exaspéré, fonce dans Prost au premier virage. Parce que s'ajoute au passif de 89 une histoire de pole position. À l'époque, la pole position était très souvent à l'intérieur. C'est le cas à Suzuka depuis 87, mais également sur d'autres circuits. Mais au Portugal, 2 grands prix plus tôt, les pilotes menés par Senna avaient obtenu des commissaires que la pole position soit déplacée à l'extérieur sur la partie propre. Et à Suzuka, Senna demande la même chose. Ils l'ont fait une fois, ils peuvent très bien le refaire. Mais Senna se heurte à un vrai mur. Le représentant de la FISA à Suzuka ce week-end-là, c'est Roland Brunserad, le directeur de course. Balestre étant resté en France. Mais Jean-Marie est le responsable de ce refus qui avantage Prost, malgré Prost. Car en étant deuxième sur l'extérieur, il avait l'avantage. Donc Senna a décidé de mettre rapidement un terme à cette mascarade et a donc remporté le titre dans le bac à gravier. Il avouera plus tard avoir fait cette manœuvre volontairement. Puis la course qui s'ensuit est complètement folle. Elle voit Berger et Mansell se rater et Piquet prend les commandes avec sa Benetton devant Roberto Moreno qui vivait alors sa première course dans cette équipe. Les deux Carioca conduisaient l'écurie de Flavio au premier doublé de son histoire. Et troisième, on retrouve Aguri Suzuki qui devient le premier japonais à monter sur un podium de F1. Historique. En 1991, pour la 5e année consécutive, Suzuka est terre de sacre, cette fois-ci entre Ayrton Senna et Nigel Mansell. Avantage aux Brésiliens face au vieillissant moustachu de 38 ans qui court toujours après son premier sacre. Mais dès le 10e tour, Mansell fait une erreur au premier virage et termine sa course dans les graviers. Senna devient champion du monde une nouvelle fois à Suzuka.
Suzuka a vite fait sa place au calendrier et il est devenu incontournable. Un juge de paix qui met en avant les qualités des pilotes. Il faut beaucoup de technique et un gros cœur pour avaler ces 5,8 km de piste vallonnée. Le premier virage est toujours délicat. S'ensuit un premier secteur de gauche, droite à vitesse soutenue. N'oublions pas Degner où les pilotes doivent avoir confiance pour jeter leur voiture. L'épingle qui suit offre plusieurs trajectoires. S'éloigner légèrement de la corde permet de conserver plus de vitesse. Spoon est terrible car la sortie est à l'aveugle et ce virage se passe dans une sorte d'entre-deux en termes de vitesse. Un mélange entre grippe mécanique et aéro. Le 130R a été ouvert dans les années 2000 mais à l'époque, peu de pilotes osaient le prendre à fond. Puis la fameuse dernière chicane avec un gros freinage. Il faut escalader les vibreurs. Et ne négligeons pas la dernière courbe qui en a piégé plus d'un. Ce circuit demande beaucoup aux pilotes, mais demande également d'avoir un train arrière posé qui donne confiance. Un juge de paix. Pour la première fois de son histoire en F1, Suzuka n'est pas terre de sac en 92 et Riccardo Patrese remporte sa 6e et dernière victoire en F1. 1993 est plus palpitant avec une 40e victoire d'Ayrton Senna devant Prost et Häkkinen qui monte pour la première fois sur le podium. Grand Prix connu pour la réaction de Senna à l'égard d'Irvine qui l'aurait gêné. On en a parlé il y a pas longtemps, hein. L'histoire se termine avec un coup de poing de Senna dans la gueule d'Irvine. En moins connu, il y a eu une tentative de réconciliation. Prost a tendu la main de Senna mais le Brésilien l'a ignoré. Mais comme le dit le français, il fallait que ça vienne d'Ayrton et c'est ce qui se passe au Grand Prix suivant à Adélaïde. En 1991, la F1 fait face à des conditions dantesques que peut donner cette région du globe. Alors que Damon Hill et Michael Schumacher luttent pour le titre, les pilotes nagent dans les gouttes de pluie. Si Damon Hill réalise l'un des plus beaux Grands Prix de sa carrière, on assiste au 13e tour à un triste événement qui, vu d'aujourd'hui, semble prémonitoire. Morbidelli sort de la piste dans la courbe Dunlop à la sortie du premier secteur. La rose est détruite et les commissaires interviennent. C'est alors qu'au tour suivant, Martin Brundle sur McLaren part également en aquaplaning à cet endroit. Passager de sa monoplace, le Britannique écrase sa pédale de frein en voyant qu'il se dirige droit vers un véhicule d'intervention. Par chance, il l'évite, mais fauche un commissaire qui se retrouve avec une jambe brisée. Ça aurait pu être bien pire. Les drapeaux rouges sont déployés et une ambulance entre en piste. En revanche, en 95, c'est un Grand Prix sans histoire qui voit malgré tout Benetton prendre le titre mondial des constructeurs. Puis, on retombe dans une période où Suzuka est terre de sacre. Pour la première fois depuis 1977, le Grand Prix du Japon clôture la saison. Le Grand Prix d'Australie tenu jusqu'alors à Adélaïde a été déplacé en début d'année à Melbourne. Pour cette ultime manche, le titre pilote reste attribué entre les coéquipiers Damon Hill et Jacques Villeneuve, deux fils de légende. Mais Damon est mieux placé et après les échecs de 94 et 95, le fils succède au père. Villeneuve a perdu une roue à la mi-course et Damon est aussitôt devenu champion du monde. Son seul titre pour sa dernière course avec Williams. Cette course était également la 326e et dernière de Ligier qui devenait Prost en 97. En 97, Schumacher dispute à Suzuka son 100e Grand Prix qu'il remporte, reprenant ainsi la tête du championnat à Villeneuve juste avant le dernier Grand Prix à Jerez. Mais en 98, retour à la normale avec un dénouement du titre entre Schumacher et Häkkinen. Deux rivaux de la F3 qui se battent maintenant pour le titre en F1. Häkkinen a eu une superbe voiture durant toute la saison, mais Schumacher et Ferrari se sont appliqués pour revenir. Häkkinen pouvait se contenter seulement de la deuxième position derrière Schumacher pour être titré, mais le Finlandais était sous pression. Mais le suspense en prend un coup rapidement avec Schumacher qui cale au départ et est contraint de partir dernier. Häkkinen contrôle plus sereinement la course et alors que Schumacher remonte au classement, l'Allemand crève et abandonne. Häkkinen devient champion du monde au Japon, tout comme McLaren. Un retour au sommet pour Ron Dennis qui attendait ça depuis Suzuka 91. L'année suivante, c'est entre Häkkinen et Irvine que ça se joue. Et pour le coup, Irvine déjoue. Le Nord-Irlandais se rate complètement en qualif et ne peut remonter plus haut que la 3e place. Häkkinen l'emporte une nouvelle fois à Suzuka et prend son 2e titre mondial. Côté constructeur, Ferrari s'offre au Japon son premier titre depuis 83. En 2000, on assiste au dénouement de la bataille pour le 3e sacre entre Schumacher et Häkkinen. Si le Finlandais prend l'avantage au départ, la stratégie de Ferrari permet à Schumacher de doubler la McLaren et d'offrir à Ferrari son tout premier titre pilote depuis Jody Scheckter en 79. 21 ans de disette interminable pour les Italiens. Et une nouvelle fois, ça s'est joué au Japon. Les années suivantes sont moins intenses. En effet, avec la domination Ferrari, les titres ont tendance à tomber avant. Schumacher remporte les éditions 2001 et 2002. D'ailleurs en 2002, Alan McNish se fait une belle frayeur au 130R en détruisant sa Toyota dans le rail qu'il transperce. C'est dire la violence du choc et l'Écossais s'en sort très bien.
Puis nous avons également Takuma Sato qui réalise une magnifique 5ème place. En 2003, Suzuka se retrouve une nouvelle fois sur les devants de la scène. Dernière course de la saison, les 2 titres sont encore à attribuer. Côté pilote, ça se joue entre Schumacher et Raikkonen. Côté constructeur, entre Ferrari et McLaren. Schumacher n'est que 14ème et si Raikkonen gagne, il doit au minimum être 8ème. Les 2 pilotes seraient alors à égalité, mais en nombre de victoires, Schumacher l'emporterait sur Raikkonen. Bon, Michael remonte 8ème, ce qui est vraiment le minimum du minimum. Surtout avec un Raikkonen 2ème. Barrichello a contrôlé la course et l'a remporté. Schumacher devient donc au terme d'un week-end plutôt médiocre, le pilote le plus titré de l'histoire. C'est également la dernière course de Frentzen et la dernière fois que le Grand Prix du Japon clôture une saison de F1. La Chine, le Brésil et Abu Dhabi auront désormais cet honneur. Malgré tout, le Grand Prix du Japon reste immanquable. En 2004, il voit de nouveau Schumacher triompher. 3ème, on retrouve Button qui place son moteur Honda sur le podium à la maison. Durant ces années-là, c'était la guéguerre au Japon entre Toyota et Honda. Les supporters de l'un ou de l'autre donnaient de la voix pour se faire entendre. D'ailleurs, Panis, pilote Toyota, vivait en 2004 sa dernière course. 2005 est marquant pour la remontée folle de Kimi Raikkonen depuis la 17ème position. Un moment d'histoire dont j'ai déjà consacré une vidéo. Iceman a pris la tête dans le tout dernier tour. Puis en 2006, Schumacher et Alonso arrivent à égalité au championnat alors que c'est l'avant-dernière course de la saison. Et alors qu'on voyait Schumacher prendre une belle option sur un 8ème titre, le moteur Ferrari a lâché. La première fois que l'Allemand casse un moteur depuis le Grand Prix de France 2000, au grand soulagement de Fernando Alonso et Renault. Puis le Grand Prix du Japon déménage. En mars 2006, il est annoncé que le Grand Prix du Japon serait déplacé à Fuji à partir de 2007 sur un circuit redessiné par Hermann Tilke. Encore et toujours lui. Bon, il faut dire que peu de gens sont emballés par cette idée, je parle des pilotes et même des spectateurs. En effet, bien que Fuji soit un tracé historique, il est moins intéressant que Suzuka. Mais il y a un intérêt derrière. Si Suzuka appartient à Honda, Fuji appartient à Toyota. Les pilotes découvrent donc en 2007 un tracé beaucoup plus fade que Suzuka, même si les conditions météorologiques font rentrer ce Grand Prix du Japon 2007 dans l'histoire. En plus, 3 pilotes luttent pour le titre. Alonso et le débutant Hamilton sur McLaren, ainsi que Kimi Raikkonen, bien que le Finlandais soit un petit peu plus loin. Et alors qu'Alonso a l'occasion de tuer le championnat, il se crache au 42e tour, laissant Hamilton seul en tête et faisant intervenir la voiture de sécurité une 2e fois. Car qui dit pluie, dit longue procession de safety car en début de course. Bernd Melander a mené le Grand Prix pendant 19 tours. Et derrière lui, Mark Webber a laissé sa trace en vomissant dans son casque. Et malgré un estomac tout retourné, il s'est retrouvé 2e après l'accident d'Alonso. Il pouvait légitimement prétendre à sa première victoire en F1. Encore mieux pour Red Bull, le jeune pilote Toro Rosso Sebastian Vettel était juste derrière. Mais durant la neutralisation, Webber est surpris par un freinage d'Hamilton et avec une visibilité très mauvaise, Vettel n'a pas vu l'Australien ralentir et est rentré dans la boîte de la Red Bull. Abandon pour les 2 hommes. Sébastien s'en est voulu énormément et Webber lui en a voulu énormément aussi. De plus, dans ce Grand Prix, nous avons eu une bataille magistrale entre Massa et Kubica. Des coups de roue et des shortcuts qui auraient valu aujourd'hui à peu près 5 ans de prison. Hamilton a donc décroché la victoire dans ces conditions complètement folles, devant 2 Finlandais, Heikki Kovalainen qui s'offrait son tout premier podium et Kimi Raikkonen, désormais relégué à 17 points de la tête du championnat à 2 courses du but. L'année suivante, dans des conditions plus clémentes, Kubica mène les premiers tours mais Alonso lui succédera et remportera sa 2e victoire de la saison juste après le crash gate de Singapour. Il s'agit de la 35e et dernière victoire de Renault. A l'origine, le Grand Prix du Japon devait entamer une alternance entre Fuji et Suzuka à partir de 2009. Et bon, vu que Toyota s'est retiré suite à la crise économique de ces années-là, pas d'alternance. La F1 retourne donc à Suzuka. Le Grand Prix du Japon s'éloigne peu à peu de la fin du calendrier. Bon, ça reste toujours à la fin, mais moins à la fin qu'avant. C'est une question de nuance. Et avec les nouvelles philosophies de circuit et les nouveaux Grands Prix de manière générale, Suzuka, il détonne un petit peu. Oui, il détonne dans le paysage d'une Formule 1 de plus en plus aseptisée, mais il est toujours très populaire auprès des pilotes et auprès des fans qui le notent souvent comme l'un des meilleurs circuits au monde. Circuit qui, malgré les évolutions pour la sécurité avec des zones de dégagement, tout ça, a su garder son caractère très technique. Suzuka permet aux meilleurs pilotes de s'exprimer et de faire la différence, plus que sur d'autres tracés. En 2009, Sébastien Vettel découvre Suzuka et l'Allemand va adorer ce Grand 8. Il domine la course. Même chose en 2010. Et en 2011, alors qu'il domine le championnat, Vettel prend à Suzuka son 2e titre mondial. Mais la victoire tombe entre les mains du vice-champion de cette année, Jenson Button. Le Britannique a toujours été bon à Suzuka et sa victoire de 2011 est amplement méritée.
Puis en 2012, celui qui a créé la surprise, c'est Kamui Kobayashi. Au volant d'une Sauber déjà arrivée 3 fois sur le podium avec son équipier Pérez, Kobayashi réalise une superbe course. Partant 3ème, le japonais va rester dans le top 3 tout au long du Grand Prix. Bien qu'à l'origine ce soit un pilote Toyota, les appartenances commerciales laissent place au sentiment patriotique et Kamui devient le 3ème et à ce jour le dernier pilote à monter sur un podium de F1. Une superbe performance pour un pilote qui aurait mérité mieux en Formule 1. Il s'agit également du 10ème et à ce jour dernier podium de Sauber. En 2013, on a cru longtemps que Grosjean allait enfin succéder à Olivier Panis. Le pilote Lotus, auteur d'un superbe départ, mène le Grand Prix du Japon durant 26 tours. Il termine finalement 3ème derrière Vettel, vainqueur une 4ème fois à Suzuka et Weber. Malheureusement, 2014 est bien triste. Comme 20 ans auparavant, la pluie est présente avec abondance dans la région de Suzuka. Depuis quelques années, l'heure du départ du Grand Prix du Japon a été légèrement retardée. Comme ça, en Europe, on se lève un petit peu moins tôt. Et qui dit on a se levé moins tôt dit plus de gens devant la télé. Donc plus de gens devant la télé dit plus de revenus. Sinon, il n'y a pas de raison. Mais du coup, ça a beau être le pays du soleil levant, si tu décales un petit peu plus dans l'après-midi, t'as moins de marge avec le coucher du soleil. Et je vais vous apprendre un truc que vous ne savez pas, mais la nuit, on y voit moins bien. Les processions derrière la safety car s'enchaînent, puis les pilotes sont libérés. Hamilton et Rosberg se disputent la victoire, alors que les conditions semblent dans un premier temps se calmer. Mais après la mi-course, ça empire et la visibilité devient très délicate. Au 41e tour, Adrian Sutil sur Sauber part à la faute au virage Dunlop. Il est rapidement pris en charge par les commissaires de piste accompagnés par une grue de levage. Seul un drapeau jaune est déployé. Arrive alors au tour suivant Jules Bianchi qui part en aquaplaning au pire moment. Le Français s'écrase dans la grue de levage et ne se réveillera jamais. Ce qu'il s'est passé dans ce même virage en 94 n'était pas un cas unique. Des voitures qui perdent le contrôle près des véhicules d'intervention, ça s'est vu ailleurs. Et tout le monde s'en plaignait. Il aura fallu attendre qu'un pilote décède pour changer cette chose que tout le monde avait remarqué et que tout le monde s'en plaignait. En espérant que ça ne se reproduise plus jamais. L'édition de 2015 est plus calme avec un beau soleil bien que l'orage gronde dans la tête d'un Fernando Alonso à bout. L'Espagnol subit le manque de performance du moteur Honda et sur le circuit de son motoriste, il lance à la radio le fameux GP2 Engine. En 2016, on observe Verstappen évoluer sur un tracé qui lui convient bien. Il résiste à Hamilton à sa façon et prend la 2ème place, tandis que Rosberg remporte son 23e et dernier Grand Prix. En 2017 et 2018, on assiste à la démonstration de Lewis Hamilton qui tue successivement les espoirs de Ferrari et Vettel. Comme on le disait, un pilote en confiance et une voiture stable est essentiel pour aller vite à Suzuka. S'ajoute à ça le talent d'Hamilton et vous obtenez 2 démonstrations de force. Suzuka est toujours à part. En 2019, un typhon a annulé la journée du samedi, du coup les qualifications ont été déplacées au dimanche matin. On y voit Sébastien Vettel réaliser un tour monstrueux sur un circuit qu'il affectionne beaucoup. Malheureusement, il gâche tout au moment du départ et c'est Valtteri Bottas qui, mine de rien, décroche une victoire à Suzuka. Pas de Grand Prix du Japon en 2020 et 2021 à cause de la situation sanitaire et c'est bien dommage car Suzuka et le Grand Prix du Japon nous manquent. Heureusement en 2022 c'est le retour. Les extravagants supporters japonais qui font le charme de ce Grand Prix viennent encourager les voitures au moteur Honda, rebaptisé Red Bull Powertrain, et particulièrement les pilotes AlphaTauri. Yuki Tsunoda est chez lui et Pierre Gasly est très populaire au Japon. Français, ayant évolué en Super Formula et défenseur de Honda, il a la cote. Mais la pluie nous rappelle de mauvais souvenirs le dimanche. Dès le départ, Vettel s'accroche. Puis dans la courbe menant à Spoon, Sainz part à la faute et arrache un panneau publicitaire que Gasly ramasse et ramène au stand. Alors qu'il change son aileron, le drapeau rouge est déployé, ce qui va mettre en lumière les limites du règlement. Lorsqu'une virtual safety car, une safety car ou un drapeau rouge est déployé, les pilotes doivent ralentir leur vitesse. Et pour ça, ils peuvent céder d'un delta de vitesse qui est affiché sur le volant. Vraiment comme on a dans les jeux de F1. Sauf que, vu que Gasly s'est arrêté au stand, le chrono a défilé, du coup il s'est alloué une belle marge sur son delta, bien malgré lui, parce qu'il était arrêté au stand. Donc, en sortant des stands, il pouvait aller plus vite tout en respectant son delta. Ce qui conduit à une situation dangereuse avec un véhicule d'intervention sur la piste que Gasly a frôlé. Le Français était fou de rage et on le comprend. Bon, pour la course, elle ira au bout du temps réglementaire, ce qui crée la confusion en fin d'épreuve avec Verstappen qui gagne. Mais avant d'en parler, soulignons la belle prestation d'Ocon 4ème après avoir résisté à Hamilton, ainsi que la splendide bataille entre Vettel et Alonso qui s'est jouée sur la ligne. Du coup, la confusion.
Ce jour-là, Verstappen pouvait être titré si Leclerc terminait 3e. Et c'est le cas, Leclerc a pris 5 secondes de pénalité, donc Pérez lui passait devant, il termine donc 3e du Grand Prix. Le truc, c'est que le néerlandais est titré dans ce cas-là si tous les points sont attribués, et vu que le Grand Prix n'a pas été jusqu'au bout, qu'il n'a même pas fait 75% de la distance, eh bien normalement tu prends que la moitié des points. Sauf qu'il y a une particularité réglementaire qui dit que si tu vas au bout du temps réglementaire, comme ça a été le cas au Japon l'année dernière, ils ont été au bout du temps réglementaire, eh bien tu prends tous les points, même si ça n'avait pas 75% de la distance. On ne pensait plus que c'était possible, mais pourtant si, le Grand Prix du Japon est à nouveau une terre de sacre. Après Hunt, Piquet, Senna, Prost, Hill, Hakkinen, Schumacher et Vettel, Verstappen devient champion du monde à Suzuka. Vous l'avez compris, le Grand Prix du Japon est un Grand Prix extrêmement riche en histoire et on espère que 2023 ça va le garnir encore plus. Et en 2024, le Grand Prix du Japon va être déplacé en début de saison, en avril, donc au printemps, comme ça a été le cas lors de la toute première édition du Grand Prix du Japon en 1963. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Si jamais je vous ai mis quelques liens en description, soyez curieux, ça vous amènera vers d'autres horizons comme Instagram, Facebook, Discord, Twitch, voilà, tous ces trucs, tous ces liens là, tous ces réseaux sociaux là, donc voilà, soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le Grand Prix du Japon. À la prochaine. Vous savez quoi? Alors, 2020-2021, du coup, il n'y a pas eu de Grand Prix. En 2019, j'avais pas pu le voir en direct parce que j'avais une course de cartes le matin. Du coup, il fallait que je me lève et j'avais pas le temps de voir la fin. Et l'année dernière, pareil, on était encore à une course de cartes, du coup, j'ai pas pu le voir. Tout ça pour dire que je suis content de cette année devoir me lever à 5 h du mat pour voir le Grand Prix du Japon. Donc voilà, ça aurait lieu s'il fallait se lever à 4 h du mat, je me serais levé à 4 h du mat. Après, pas tout le monde n'aurait pu... Il y en a plein qui se diront, vas-y, je regarde en différé et tout. Mais c'est pour ça, c'est pour permettre aux gens de se lever plus facilement, qu'ils ont décalé un peu plus tard le Grand Prix. C'est comme l'Australie en fait. Hein. C'est pareil que l'Australie, hein. Comme ça il y a plus de revenus télé, parce que c'est important, parce qu'il faut du fric. Voilà. C'est fou à quel point le Grand Prix du Japon est en lien avec énormément d'histoires. Est-ce que... Alors... Je pense quand même que la réponse elle est assez évidente, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que vous pensez que le Grand Prix du Japon aurait eu autant d'histoire s'il avait été placé à un endroit différent du calendrier, un petit peu moins sur la fin? Parce qu'il faut dire que le Grand Prix fait Suzuka, c'est quand même un circuit très particulier. Donc voilà. Je pense que non, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je vous pose des questions en ce moment en fin de vidéo et vous répondez en commentaire. Des bisous!